Bonsoir. Alors, j'ai la preuve ce soir que nous, les techs, on est des êtres humains remplis de contradictions. Alors pourquoi ça? Parce que tous, on a démarré la journée avec Fanny en keynote, qui nous parle de l'urgence de la lenteur, et puis vous venez tous voir une conférence qui va vous parler de développer plus vite. Mais moi, j'ai une bonne raison de vous parler de ça, et cette raison, je vais la chercher peut-être dans ma jeunesse, dans mon enfance. Et je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire du début de ma carrière. En fait, j'ai démarré, j'étais en stage chez un fabricant de semi-conducteurs à Crolles, CST Microelectronics. Et je venais de faire un super stage de mise en place d'un portail intranet. C'était à la mode à l'époque, il y a 20 ans. Et on m'a dit, Julien, ton site web, il est chouette là, mais il manque un peu de contenu, donc on va rajouter un peu d'interactivité. Donc pour ça, on a un besoin. Il y a des laboratoires en fait sur le site. On a une usine qui va ouvrir dans 6 mois. Et en fait, il se trouve que quand on fabrique des semi-conducteurs, il y a un gros travail sur tout ce qui est fiabilité des puces. Donc ces puces, on les passe et ils vont passer dans de nombreux laboratoires pour être étudiés. Et les labos, tous, ils utilisent des feuilles Excel à l'ancienne, papier, crayon et autres. Et on va essayer de digitaliser un petit peu tout ça. Donc on va aller les voir et puis on va étudier comment ils fonctionnent. Donc pour ça, on étudie leur processus métier et puis derrière, on en fait une application. Sauf qu'on m'a dit, mais oui, mais Julien, c'est bien gentil, mais des laboratoires, il n'y en a pas qu'un, il y en a une dizaine sur le site. Et il faut traiter tous ces 10 labos et toujours en 6 mois. Alors on pourrait se dire, on va voir les 10 labos et puis on étudie leur processus métier. Et là, je me suis rendu compte que tous les processus métiers étaient très similaires, mais tous différents. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Un réflexe de jeune développeur, on fait un copier-coller d'appli. Heureusement, j'ai pris un petit peu de recul et je me suis dit, mais c'est quoi finalement de la gestion d'activité de labo? C'est des demandes, ça a des statuts, ça passe par différentes transitions, ça gère des attributs, c'est lié les unes avec les autres. Et si on construisait un système qui était capable finalement de construire tout ça par paramétrage? Et c'est ainsi qu'est né eWIP, ça a été ma première création. Et 20 ans après, eWIP est toujours là. Cette application, avec ça, on a paramétré 51 applications. Il y a 13 800 utilisateurs sur 19 sites et on a géré plus de 149 millions de transactions. Et 20 ans après, moi je suis passé sur d'autres projets, d'autres comptes, j'ai vu pas mal d'autres horizons, d'autres technos aussi. Je fais partie de CGI et puis à CGI on a plusieurs valeurs et dans ces valeurs il y a le partage et l'entrepreneurship. Et si aujourd'hui je suis là, c'est pour vous partager toute cette expérience sur tout ce que j'ai appris sur comment finalement répondre au mieux et le plus rapidement possible à mes clients. Et mes clients, justement, ils en veulent toujours plus et plus rapidement possible. Et le premier choix qu'on pourrait faire, quand on veut aller plus vite, c'est un choix plutôt simple, c'est de se dire et pourquoi on n'achèterait pas un progiciel? C'est le fameux dilemme du buy vs build. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait aller vers le build. Le premier, c'est on veut une expérience utilisateur originale, on veut se différencier. Et du coup, ça, on ne trouvera pas dans un progiciel. Et il y a un vrai intérêt. Deuxième, je veux pouvoir répondre à des besoins très spécifiques. Je veux pouvoir maîtriser ma propriété intellectuelle, maîtriser mes coûts, garantir son exploitation à long terme. Alors bien sûr, si tout ça n'est pas valable, le choix d'un progiciel reste vraiment très pertinent. Alors imaginons qu'on ait fait le choix de se dire, non, je veux me différencier, je veux vraiment créer ma propre expérience utilisateur, donc je vais aller de l'avant. Donc je choisis le build. Mais le build est pour tout un tas de raisons. Le coût du développement logiciel a explosé ces dernières années. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. Le premier, c'est que tous les processus métiers qu'on cherche à numériser, ils se sont complexifiés. On a aussi une volumétrie de données à manipuler qui a augmenté. Et donc du coup, on choisit des architectures plus évoluées, architecture de microservices par exemple. On choisit d'aller vers du streaming plutôt que de faire du batch. On a aussi un paquet de nouvelles exigences qui sont arrivées dans ces 20 dernières années. Donc déjà, maintenant, on a de nombreux devices à gérer, donc du smartphone, du laptop, etc., des tablettes. On a aussi tous nos amis, les GAFAM, qui, mine de rien, font des super applis. Et toutes ces applis, les utilisateurs s'y habituent, en fait, à cette ergonomie. Moi, je me rappellerai toujours du jour où je travaillais sur ce portail intranet et puis on travaillait sur la recherche. Et puis l'utilisateur, il nous a dit, mais de toute façon, la recherche, je ne vais pas t'expliquer comment ça doit fonctionner. Moi, c'est simple, je veux que ce soit comme Google. Ok, super, ça va m'aider ça. Et puis, on a aussi des normes qui arrivent autour de l'accessibilité, comment rendre nos sites web plus accessibles.
les exigences du Green IT, de la cybersécurité, font que tout ça, ça engendre des coûts supplémentaires. Et enfin, et ça c'est plutôt positif, c'est que tous nos métiers se sont professionnalisés. Et donc aujourd'hui, typiquement augmenter la qualité, ça veut dire rédiger des tests automatisés, ça veut dire mettre en œuvre du DevOps, etc. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les coûts du développement logiciel, mine de rien, ont augmenté pour nos clients. Et du coup, est-ce que c'est une fatalité et est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, est-ce qu'il y a une autre voie, d'autres voies que le code à explorer? Alors, on aurait typiquement l'alternative de ce qu'on appelle le no-code. Donc le no-code, l'idée, c'est de se dire, j'ai une application que je configure, finalement, je ne la développe pas, mais je la configure uniquement. Et ça peut être fait par ce qu'on appelle les citizen developers. Donc ce terme veut dire, on imagine des équipes métiers qui peuvent configurer l'application à notre place, on va dire. Et après, on a une alternative intermédiaire qu'on appelle le low-code. Donc c'est toujours, on fait un maximum de choses en configuration, mais on a la possibilité quand même, pour certains bouts de l'application, de les customiser et de rajouter du code. Donc les bénéfices de tout ça, une meilleure agilité, on va plus vite, un meilleur time to market, on diminue les coûts, et puis, alors, le dernier peut peut-être vous choquer, robustesse. On va dire que le meilleur code, c'est celui qui n'existe pas. Donc c'est du code, en fait, forcément, puisqu'il y a beaucoup de génération d'automatisation qui est relativement fiable. Mais tout ça, je suis bien gentil là, avec mes arguments de commerciaux, ça a quand même un énorme inconvénient, c'est que on a ce fameux vendor lock-in, c'est qu'en choisissant une solution de low-code dans laquelle on va faire uniquement du clicodrome et configurer une appli, je me lie à un vendeur, et ça fait que derrière, je suis moins libre de mes choix. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative qui consisterait à dire, partons sur une solution low-code, mais une solution low-code open source? Alors moi, je vois plusieurs bénéfices à ça. Déjà, c'est que le code est libre, le code est ouvert, donc je peux agir on va dire sur la roadmap, éventuellement ajouter mes propres fonctionnalités. Je peux créer mes propres composants. La plupart de ces solutions sont souvent ouvertes et permettent une extension. Je ne vais pas subir de frais de licence et je peux aussi choisir mon propre hébergement. Parce qu'une grosse majorité de solutions low-code aujourd'hui sont livrées en mode SaaS. Et là, pour le coup, on n'a pas le choix que d'aller vers leur fournisseur. Donc si on part dans cette voie-là, en fait, il n'y a rien de très novateur parce que dans le domaine du CMS, donc CMS c'est le Content Management System, tout ce qui va être la mise en œuvre je vous ai beaucoup parlé de portail tout à l'heure, mais de sites documentaires. Aujourd'hui, les leaders, c'est WordPress et puis on a Drupal qui arrive derrière. Et là, on a deux solutions open source et on peut dire que le low-code règne en maître. Donc la question que je vais me poser pendant les minutes qui arrivent, c'est est-ce qu'il existerait des solutions low-code open source qui serait valable pour des usages plus généralistes que le CMS. Donc du coup, j'en ai analysé pas mal, on en a analysé beaucoup, ça s'est fait au sein de la communauté technique de CGI, plusieurs nuances de low-code. Alors d'abord, la question à se poser, ce serait quoi une bonne solution low-code? Alors pour moi, il y a beaucoup de critères à remplir. Alors d'abord, le plus évident, c'est il faut qu'elle réponde aux besoins, que le périmètre fonctionnel soit bon, l'expérience utilisateur soit bonne. Ensuite, bien sûr, il faut que la solution elle puisse être personnalisée, qu'on puisse ajouter son propre logo, sa charte graphique, etc. Après, je veux que le citizen developer, donc celui qui va configurer, ait une bonne expérience, que ce soit pratique pour lui, ergonomique de créer ses fonctionnalités. Ensuite, je vous ai parlé, importance pour moi, c'est de pouvoir l'étendre via du code, de ne pas se trouver trop limité. Après, alors le point qu'on oublie souvent quand on commence à étudier ces solutions-là, c'est la partie DevOps, c'est la partie déploiement. Je veux que cette solution, je puisse, par exemple, la paramétrer sur une plateforme de développement et puis la déployer après sur d'autres plateformes de qualif, de recettes, puis de production, bien sûr. Il y a une partie sécurité, bien sûr. Est-ce que cette solution me permet une authentification avec mes annuaires d'entreprise, avec mon SSO et autres? Est-ce que je peux intégrer tout ou partie de cette appli que je crée dans une autre application? Est-ce qu'elle est performante? Alors ce point-là, je le mets parce que souvent, ces solutions, elles sont basées sur des espèces de métamodèles où on ajoute des couches d'abstraction et il ne faudrait pas que ces différentes couches viennent au détriment de la perf de l'ensemble. Et puis les deux derniers points, ils vont ensemble, je dirais, c'est quelle pérennité de la solution que je choisis. Et puis le dernier point, c'est quelles sont les limitations de la version open source que potentiellement je vais utiliser. Parce qu'on voit, vous allez le voir par la suite, que certaines solutions sont souvent adossées à d'autres solutions commerciales. Alors du coup, pour faire un peu l'inventaire de ces quelques solutions,
on va se baser sur les briques d'une application standard. Et puis ce qu'on va voir, c'est que les solutions que je vais vous présenter, elles vont implémenter tout ou partie de ces différentes briques. Donc par exemple, la première nuance qu'on va évoquer, c'est vraiment des solutions, j'appellerais ça des Excel-like. Donc l'idée, c'est de reproduire un fichier Excel en ligne, donc dans lequel je vais implémenter l'authentification, une API REST, l'accès à une base de données, et on va dire que ça va être assez pauvre d'un point de vue logique métier. Le leader à abattre, qui va être très connu, c'est Airtable. Et en fait, il y a deux solutions open source qui existent, NoCoDB et Baserow. Alors, je vais pas, à chaque fois, je vous présenterai qu'une seule des deux alternatives. Et ce que je vais vous présenter, je vais vous faire une toute petite démo. C'est une démo où, en fait, on va implémenter une to-do list très, très rapidement et regarder comment ça se passe. Et là, je vais mettre ma casquette de commentateur de démo enregistrée. Donc, on imagine que je lance la démo. Ça, c'est l'interface NoCoDB. Ce qui est intéressant dans NoCoDB, c'est qu'il y a pas mal de types d'intégration. Donc, voilà, un certain nombre de bases de données supportées et de types de connexions. Donc, j'ai bien sûr configuré ma connexion à une base de données Postgres. Et puis, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on va créer nos différentes entités. Donc, par exemple, on va commencer par créer une première table. Une table qui va être une table des catégories. Donc mes to-do list, en fait, mes tâches, je vais les associer à chaque fois à une catégorie. Donc je crée ma catégorie, puis là je vais créer 3 valeurs. Donc vous voyez, c'est un peu comme dans Excel où je définis tout ça. Maintenant, l'action qu'on va faire tout de suite, ça va être de créer ma véritable table de tâches. Donc toujours, c'est du clicodrome. Je viens créer ma nouvelle table, mes tâches. Et là, ce qui va être intéressant, c'est bien sûr, il m'a créé par défaut une colonne liste, c'est que je peux, cette fois-ci, créer un vrai modèle relationnel. Donc par exemple, rajouter des liens. Et là, je vais faire un lien vers la catégorie que je viens de créer. Et je peux me relier à cette table-là. Et dans les types de champs, vous voyez qu'on a vraiment un paquet. Tout a été réfléchi en fait pour que ce soit simple, mais qu'on ait quand même une grande liberté dans les types de données que je peux faire. Donc là, par exemple, je crée un champ de type date, une due date. Je crois que je vais créer aussi un statut qui va être une liste de valeurs que je vais saisir. Et puis là, je vais mettre plusieurs valeurs possibles. Donc voilà, vous l'aurez vu, c'est vraiment accessible à tout un chacun. Et puis derrière, voilà, je vais créer une première tâche. Je me prépare pour un semi-marathon et autres. Et intéressant dans ce type de logiciel, c'est qu'on va avoir plusieurs types de vues. Donc là, c'était la vue table, mais là, je vais créer une vue formulaire. Où, par exemple, je vais pouvoir avoir la même chose, mais sous forme d'un formulaire. Alors ce que vous verrez tout de suite, une des limitations là, du logiciel, c'est qu'on est limité sur la partie personnalisation, customisation. Donc je suis bloqué avec ce fameux logo NoCoDB que je ne peux pas enlever dans la version open source. Et puis je peux créer d'autres vues, par exemple une vue de type calendrier, où là, en me basant sur la fameuse date que j'ai mise, je vais pouvoir voir toutes mes différentes tâches. Donc ça me permet d'avoir un certain nombre de composants disponibles comme ça. Donc quand même, le logiciel me gère un certain nombre de relations, et puis aussi il m'offre un certain nombre d'API prêtes à l'emploi que je vais pouvoir embarquer dans mes applications. Et puis la notion de webhook, donc dire typiquement, quand j'insère un enregistrement, je peux appeler une API. Et enfin, le tout dernier point, il y a quand même un minimum d'ouverture parce que j'ai des API, mais quand vous voyez la tête des identifiants de table, ça fait un peu peur, quoi. Bref, cette solution-là, je l'ai utilisée sur un projet qui voulait, pour un client qui voulait quelque chose de vraiment, vraiment très très simple. Oula. Mais c'est quand même pas la panacée, c'est vraiment limité, on va dire. Il n'y a pas de personnalisation possible, pas de code possible. C'est relativement intégrable. J'ai pas d'authentification externe. Et on va dire qu'on a clairement ces limitations de la version open source. Donc du coup, quand est-ce qu'on pourrait préconiser ça? Ce serait par exemple pour remplacer un fichier Excel à partager, mais c'est très vite limité. Donc on va passer à une deuxième alternative où cette fois-ci, on va aller vers une deuxième catégorie de produits. J'appellerais ça plus des... Là, on est clairement sur des produits qui vont me permettre de créer une web app. Donc les leaders sur le marché, il y en a 3. Là, j'en ai mis 2, mais il y a OutSystems, Mendix et bien sûr, il y a Microsoft Power Apps. Et derrière, en open source, j'ai 2 alternatives, Budibase et AppSmith. Et c'est celle-là qu'on va regarder. Donc cette fois-ci, AppSmith, alors le principe de AppSmith, c'est qu'il s'appuie sur une base de données existante. Donc là, typiquement, quand je démarre ma démo, là, c'est Debeaver. C'est juste un logiciel qui me permet de visualiser. C'est pas AppSmith, en fait, mais ça me permet de voir que j'ai un modèle de données que j'ai déjà instancié avec 2 tables, une table de catégorie et une table de tâches. Et ce qu'on va voir, c'est que AppSmith va me permettre de créer une application web au-dessus d'un modèle de données existant. Donc là, typiquement, j'ai créé mon appli, je suis juste en train de la renommer. Et puis après, je vais me composer un peu mon IHM, donc via du drag and drop. Je me mets par exemple un titre, mes tâches. Après, je vais changer son style, augmenter sa taille. Je vais me rajouter
en autre élément une liste déroulante. Je vais par exemple pouvoir filtrer mes tâches selon la catégorie. Et là, vous avez vu, je vais aller m'associer sur une source de données. Et là, ma source de données, je peux aller chercher ma table et dire le libellé sera le name, l'ID, etc. Et donc, en ayant fait ça, je me retrouve avec une liste déroulante. Et si je vais voir son contenu, je retrouverai ma liste de tâches. Voilà. Et ma liste déroulante, je l'ai appelée Select Category. Ça aura une importance par la suite. Ce qu'on va faire aussi dans le logiciel, c'est qu'on va créer des queries. Donc là, cette fois-ci, on a quand même un peu plus de contrôle sur ce qu'on fait, puisqu'on va se plugger une source de données et écrire une requête. Mais là, ce que vous voyez dans la requête, c'est que j'ai clairement mis un binding, en fait, où je vais me binder sur la valeur sélectionnée, enfin l'option sélectionnée du select category, enfin de l'item que j'ai mis. Donc on a quand même quelque chose, moi personnellement, qui ne me plaît pas trop, où on a mixé finalement une requête SQL dans laquelle je me bind directement sur des éléments de mon IHM. Donc là, si je continue, j'insère une table. Ma table, je vais me connecter à la query que j'ai fait qui s'appelle getTask. Et puis là, alors je crois que je fais un test où j'essaye de changer le filtre là-haut. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il faut aussi expliquer que lorsque je change la valeur de mon option, je vais appeler ma query et faire un getTask. Voilà. Et en faisant ça, logiquement, derrière, quand je vais changer mon filtre, j'ai mes tâches là en dessous qui vont se filtrer. Voilà. Donc par rapport à la démo que je viens de vous faire, ce qu'on a vu, c'est qu'on n'est plus dans la même philosophie, on est dans la philosophie d'un outil qui se plug sur un modèle de données existant, où finalement mon back-end a été fait sous la forme d'un modèle de données, et là je peux personnaliser du front. Alors si je regarde les avantages inconvénients, c'est qu'en version open source, déjà je ne peux pas customiser, je vais toujours avoir ce logo AppSmith qui va me gêner. Difficulté à gérer plusieurs environnements en version open source, donc je n'ai pas de possibilité de faire un export-import d'un environnement à un autre. L'authentification OIDC, il faudra que j'aille sur la version entreprise. Et voilà, clairement du coup, c'est une solution qui va être idéale pour faire du prototypage très rapide. Et ça me permettra de créer une application métier adossée à une source de données existante, mais avec pas mal de limitations sur la partie open source. Donc on va regarder une autre nuance, cette fois-ci, on va se dire le front, on a vu souvent le front, on veut une expérience utilisateur idéale, donc ce qu'on va faire, c'est se dire je vais utiliser une solution qui va être une sorte de back-end as a service. Donc là, le leader, je pense que vous le connaissez tous, c'est Firebase de Google, et il y a des alternatives qui sont vraiment très sérieuses en open source, Upright et Supabase. Là, ce qu'on va regarder, c'est Supabase. Donc Supabase, le principe, c'est que c'est toujours pareil, c'est une appli web qui va me permettre de créer mes tables, de créer mes entités. Donc là, je vais vous faire toujours un petit peu la même démo, ça va se ressembler, mais je crée une première table qui est ma table des catégories. Dans mes catégories, je vais y rajouter mes colonnes. Donc typiquement un name de type varchar. Donc il m'a créé une catégorie, ma table est vide, donc ce que je vais faire, je vais importer des données. Donc par exemple, je vais copier-coller mes valeurs de catégorie, ça m'alimente ma table, et puis je vais créer une deuxième table. Cette fois-ci, ça va être mes tâches, et mes tâches, je vais créer mes différentes colonnes. Bien sûr, une due date, la date à laquelle je dois réaliser ma tâche, où là je peux mettre un timestamp. Je vais faire le lien vers mes catégories, donc un catégorie ID où là je peux utiliser faire référence à une autre table. Je vais créer bien sûr une colonne de type varchar avec le nom de ma tâche. Et je crois qu'une fois que j'ai fait tout ça, j'ai ma table qui est créée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais importer des données. Donc de façon très simple. Donc vous pouvez voir à travers les différents écrans qu'on peut aller assez loin aussi sur la sécurité, aller vers du row level security, donc de la sécurité au niveau des lignes. Donc ça, c'est intéressant. Et quand j'ai fait tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de solution m'offre un paquet d'API que je peux directement intégrer à mes applications. Donc des API type JavaScript, mais aussi du GraphQL, aussi bien sûr une API REST qui me permettra d'y accéder. Et aussi, je vais pouvoir stocker mes documents. Et quand je dis mes documents, ça pourrait être par exemple stocker mon site web. Si je développe mon appli en Angular, je pourrais stocker toute mon appli en Angular et ainsi tout mon front as a service va pouvoir m'exposer l'ensemble de mon appli. Et ce que je ne vous montre pas dans la démo, c'est aussi que j'ai cette possibilité d'uploader ce qui s'appelle des edge functions. Donc c'est-à-dire c'est développer des fonctions qui seront exécutées sur la plateforme et que la plateforme va pouvoir m'héberger.
Donc cette solution est vraiment plutôt intéressante. Les seuls inconvénients que je verrais, c'est déjà que pour gérer mes edge functions, je suis obligé d'utiliser une ligne de commande. Donc pour c'est déjà un peu moins, on va dire, c'est un peu plus développeur friendly, mais un peu moins pour quelqu'un de côté métier. Et puis après, on a clairement deux solutions open source, Supabase et Upright. Les deux solutions sont plutôt, je dirais, à égalité. Laquelle prendra le dessus? Donc difficile aujourd'hui de savoir vers laquelle il faudrait aller. Donc du coup, l'usage préconisé de tout ça serait implémenter un back-end presque sans effort et derrière garder un front-end qui serait plutôt riche. Autre alternative, c'est les BPMN. Donc là, l'idée, ce serait de se dire comment je peux intégrer une partie de logique métier à l'intérieur de mes applications. Alors le leader à abattre, c'est Harris, et puis en nos solutions open source, on a Camunda et Flowable. Là, je vais vous faire une petite démo de Camunda très rapidement. Donc tout démarre déjà avec un processus métier qu'on va définir. Donc dans mon processus métier, c'est un ensemble de tâches qui s'articulent les unes derrière les autres, et chaque tâche va avoir un type de tâche. Là, typiquement, j'ai dit que c'est une tâche qui va exécuter du code, et ce code-là, je vais pouvoir l'exprimer dans mon FE, enfin dans une expression. Et l'idée aussi, c'est qu'à chaque fois que j'exécute une tâche, je vais pouvoir agir sur ce qu'on appelle des variables de process, et derrière, je vais pouvoir faire des conditions en fonction des valeurs associées à ma variable de process, aller par exemple dans une branche ou dans une autre. Et en utilisant bien sûr des conditions. Donc là, je crée une autre tâche, etc. Et tout process, là, le process il sera pas complet à la fin, mais se termine toujours par un statut final que je fais comme ça. Alors si je vous montre maintenant un vrai exemple que j'ai pu intégrer dans une de mes applis, un process, ça va être un petit peu plus compliqué. Et là, ce que vous voyez, c'est que ici, je fais référence à un objet Java, Initialization Bin, parce que le but derrière, ça va être d'intégrer Camunda dans une appli. Et typiquement, pour l'intégrer, ça va être juste de rajouter des dépendances dans mon pom.xml, et ces dépendances vers Camunda, je rajouterai la dépendance, mais aussi, bien sûr, mes fichiers BPMN. BPMN, d'ailleurs, c'est que du XML, voilà, qui vient s'intégrer dans mon application. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux faire appel à du code depuis mon BPMN. Et c'est ce que je vous montre ici. Et mon code va pouvoir agir sur des process variables. Et c'est ainsi qu'avec tout ça, je vais pouvoir créer des applications et puis les administrer, parce qu'en plus d'offrir un moteur interne, Camunda arrive aussi avec une IHM qui est démarrée en même temps que Spring Boot. Et l'IHM va permettre de visualiser les processus et aussi de voir où en sont chacun de mes éléments. Donc là, je vois par exemple que j'ai une instance qui est bloquée à cet endroit-là en attente de messages, et je vais pouvoir voir aussi quels sont tous les messages, les variables de processus associées à tout ça. Autre chose très intéressante avec Camunda, c'est la super gestion de tout ce qui va être versionning. Donc en fait, à chaque fois que je publie un nouveau process flow, il y a une nouvelle version qui est gérée, et elles vont toutes cohabiter en fait à l'intérieur de mon logiciel. Donc je vais par exemple avoir la version 37 qui cohabite en même temps que la version 35 et qui peuvent continuer à évoluer. Donc on a vraiment une gestion native super bien faite de toute la vie et de tout ce cycle de vie des processus métiers. Et le dernier point que je vous montrais, c'est qu'en plus, Camunda arrive avec tout un tas d'API REST qui vont permettre finalement de comprendre le fonctionnement du moteur, de comprendre pas mal de choses. Donc du coup, c'est solution qui va être très intéressante, parce que y a finalement assez peu de défauts. Le seul défaut, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Nuance suivante, data streaming. Donc dans le data streaming, l'idée c'est de se dire, est-ce qu'il existe des solutions qui vont me permettre de gérer tout ce qui va être ingestion de données qui viennent par exemple de capteurs IoT, de compteurs ou autres. Le leader à abattre, ce sera Informatica. Et puis en solution open source, j'en ai deux intéressantes. NiFi, qui va s'appuyer sur du Java, et Node-RED, qui s'appuie sur Python. Je vais vous présenter NiFi rapidement à travers quelques captures d'écran. Donc dans NiFi, on a un ensemble, en fait, donc c'est une IHM web qui se présente comme ça, et quand on arrive à la racine de cette IHM, on a un ensemble de process groups. Chacun de ces process groups, c'est un flux de données, finalement, qu'on va traiter derrière. Et quand je descends dans ce flux de données, ça va être un ensemble de processeurs. Et chacun de ces processeurs va exécuter une action. Et j'ai une librairie de processeurs finalement assez riche. Et je fais du drag and drop pour relier ces processeurs les uns avec les autres. Donc quand je regarde par exemple, ça c'est un exemple de processeur qui va me permettre de faire du routage et d'aller vers une branche ou une autre. Ça va être par exemple, là je vais dire, j'irai vers telle branche si je respecte tel regex, etc. Autre point très intéressant dans NiFi, c'est cette possibilité en fait d'avoir une même IHM pour à la fois configurer mon flux et pour l'administrer. Donc par exemple, j'ai arrêté la boîte qui était en bas, qui s'appelle Output Message Bus, et en fait je vais avoir ma queue qui va se remplir à l'exécution, et ce que je vais pouvoir faire derrière, c'est regarder par exemple le contenu des messages qui vont parvenir.
et je vais pouvoir voir bien sûr le contenu, mais aussi ce qu'on appelle les attributs de mon flow, enfin de mon élément qui est à traiter. Une fois que j'ai fait tout ça, ça va me permettre par exemple de débugger, de comprendre des choses, et puis potentiellement je peux relancer mon flux et tout va bien se passer derrière. Donc ça, c'est une solution. En fait, NiFi, je l'ai utilisé par exemple sur un projet, ça nous a beaucoup servi parce qu'on allait s'interfacer avec de nombreux fournisseurs très différents, des fabricants, en fait, constructeurs d'équipements. Et en fait, on implémentait une norme, mais en avance de phase. Donc on ne savait pas exactement, une norme, c'est toujours soumis à interprétation, comment ça allait être compris. Et du coup, NiFi nous a permis de pouvoir finalement presque débugger en prod, en pouvant comme ça arrêter des flux, regarder le contenu et derrière analyser tout en étant ultra robuste. Il faut savoir que c'est un produit qui a été développé par la NSA initialement, qui l'a livré après en open source. Et donc, j'ai pas beaucoup finalement de défauts à reprocher de cette solution, à part que c'est fait pour faire du data streaming. Et dans le data streaming, quand on va faire des jointures entre différents flux, finalement, c'est assez compliqué parce qu'il y a des notions temporelles qui viennent en plus, et donc ça pourrait décontenancer ceux qui ont l'habitude de faire de l'ETL et de joindre des tables les unes avec les autres, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Donc du coup, très belle solution pour se connecter à tout type de flux de données, forte volumétrie, faire du traitement simple. Et du coup, dernière peut-être nuance de solution, ça va être la partie BI. Ou dans la partie BI, bien sûr, le leader à battre, c'est Microsoft avec Power BI. Et là, j'ai des solutions en open source, telles que Metabase. Et Metabase qui va me permettre d'implémenter un vrai dashboard sur des données. Donc, ce qui est intéressant, en tant qu'administrateur, je vais pouvoir configurer un ensemble de sources de données. J'en définis beaucoup. Et puis après, j'ai un modèle de données. Les modèles de données qu'il va comprendre tout seul et dans lesquels on va rajouter ce qu'on appelle de la signification, un sens sémantique, définir des types sémantiques à chacun de mes champs. Donc par exemple, là dans ma base, j'ai des champs de type latitude, longitude, je vais lui ajouter un sens sémantique pour lui dire attention, ces champs-là, c'est des champs de coordonnées géographiques. Et derrière, ça me permettra de faire beaucoup de choses avancées dans mes graphes. Si je me reconnecte en tant qu'utilisateur, il y a une fonctionnalité intéressante, c'est une notion de radiographie d'une table. Donc ça, quelque chose qu'il va faire automatiquement et se dire en regardant tous les champs de ma table, me faire déjà une première analyse de ta table, voici ce qu'elle contient pour déjà analyser un peu mes données. Mais ce qu'on va faire plus dans l'appli, c'est créer ce qu'on appelle des questions. Et quand on crée une question, bien sûr, on cherche à faire une opération. Par exemple, là, un résumé, c'est une table de supervision, le nombre de lignes que j'ai en erreur, en succès, etc. Alors moi, ce qui m'intéressait là, c'est de voir l'évolution dans le temps. Donc par exemple, pour faire ça, je vais rajouter un autre groupement. Je vais regrouper par date d'exécution, par jour, et ça va me permettre de voir l'évolution. Alors là, j'ai un peu trop de données. Je vais le filtrer par exemple en regardant ce qui s'est passé le mois dernier. Je rajoute des filtres assez facilement. Et puis ce que je veux aussi, c'est voir plutôt une répartition, un histogramme cumulé. Donc je peux le configurer, j'empile, diagramme à bande de fréquence, et tout de suite, on a quelque chose de plus facile à comprendre. Et ça, ces questions-là, on va pouvoir les ajouter dans un dashboard. Donc ça, c'est intéressant. Et ce dashboard, je vais lui donner un nom et puis surtout, je vais pouvoir le partager. Le partager avec l'intégrer à une application. C'est ça qui va être intéressant. Là, ce que je fais, c'est que je rajoute un filtre, par exemple de date. Chaque fois que je rajoute un filtre, je vais dire pour chaque élément quel va être le champ à prendre en compte. Hop. Ah. Tac, tac, tac. Je remets. Ok. Bon, on arrive sur la fin de la démo, où en fait, dans la démo, ce qui est intéressant dans ce logiciel, c'est cette possibilité finalement d'intégrer assez facilement un dashboard que j'aurais pu faire à une appli existante. Donc, solution vraiment super intéressante. Le seul gros souci qu'il y a, c'est que dans la version open source, ils ont mis un blocage, qui est le fait qu'on ne peut pas exporter et importer une configuration de dashboard. Donc ça veut dire que nos utilisateurs font tout leur dashboard directement en production et ça c'est juste pas possible. Donc du coup, nous on est passé par en fait la possibilité d'exporter tout ce qu'on fait sous forme de snippets SQL pour les exporter, les réimporter et ainsi éviter toutes ces problématiques-là. Donc maintenant, si on prend un peu plus de recul sur le low-code open source. Déjà, le premier point, c'est quand on fait du low-code, c'est un état d'esprit un peu particulier. Finalement, on doit s'adapter aux limitations de l'outil. Donc on a une expérience utilisateur qui est finalement imposée, une customisation qui est limitée, et puis du coup c'est un état d'esprit un peu particulier qu'il faut avoir.
Et l'autre point qui, moi, personnellement, m'a dérangé plusieurs fois en essayant ces solutions-là, c'est que parfois, on est soumis au roadmap des entreprises qui supportent ces solutions-là. Et je vais vous présenter trois exemples. Par exemple, Camunda, la solution de BPMN que je vous ai présentée, ils ont décidé en avril 2022 que dans la version 8, en version open source, les IHM d'administration ne sont disponibles que si on prend la version payante. Donc on a le moteur, toutes les fonctionnalités qui vont avec, mais plus aucune possibilité, sauf en passant par les API, de voir ce qui se passe. Deuxième point, Budibase, super solution sur laquelle j'avais beaucoup investi. Donc c'était une solution qui permettait de construire une application complète, un peu comme AppSmith que je vous ai présenté tout à l'heure. Sauf qu'ils ont décidé en novembre 2023 de se dire, dans la version open source, je la limite à 20 utilisateurs. Donc autant dire qu'elle est plus utilisable. Et puis je crois que le pire exemple, c'est Sugar CRM. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai personnellement testé. Mais en mars 2014, l'éditeur qui était derrière Sugar CRM a décidé juste d'arrêter la version open source et donc d'arrêter le développement de ces nouvelles versions libres. Donc on a eu un talk avant sur la partie open source. Donc mon discours va être un peu nuancé. Je veux juste dire, se méfier de ces produits open source qui sont supportés uniquement par une société, qui ne sont pas supportés par une communauté complète. Et du coup, la pérennité peut nécessiter pour eux un changement de stratégie qui, derrière, peut lourdement vous impacter si vous avez choisi ce type de solution. Donc bref, on se rend compte au final qu'on est revenu dans un lock-in, ce ne serait plus un vendor lock-in, mais un solution lock-in, et dans lequel la pérennité peut lourdement nous impacter. Donc du coup, en ayant vu tout ça, on va se poser la question de, c'était une première solution, donc les armes de productivité massive, je vous les ai remises là sur ce slide, en éliminant peut-être les deux premières sur lesquelles j'estime qu'il y avait trop de limitations. Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative en se disant, et avec le code, est-ce qu'on peut accélérer? Et c'est maintenant qu'on va parler d'IA. Donc sur l'IA, il y a Matt Garman, c'est le PDG d'AWS, qui en août 2024, il a dit, si on se projette dans 24 mois, je pense qu'il est possible que la plupart des développeurs ne codent plus. Est-ce qu'on peut y croire? Du coup, nous, à CGI, on a lancé un paquet d'expérimentations pour voir ce que ça veut dire vraiment être un développeur augmenté et avancé. Et je vais vous présenter ces trois expérimentations. La première, c'est un hackathon qu'on a fait en fin d'année dernière, où en fait l'idée c'était d'avoir 3 équipes de 5 développeurs ou au coach associé, une équipe témoin qui n'avait pas le droit à l'IA, une équipe d'expérimentés sur une techno qui avait droit à l'IA, et une dernière équipe novice qui avait droit à l'IA. Et en fait, ces équipes-là avaient chacune une journée de développement, plus une demi-journée de préparation, pour développer une même appli. Et en fait, ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on a analysé ce qu'ils ont produit, et on a regardé ce que ça avait donné. Alors attention, quand je dis une équipe novice, ça ne veut pas dire que c'est des développeurs novices, hein. C'est juste qu'ils ne connaissaient pas les technos sur lesquels on les a mis. Donc ils avaient le même nombre d'années d'expérience que les autres, mais par contre, ils ne connaissaient pas ça. Et en fait, les résultats nous ont vraiment surpris. Donc ce qu'il faut regarder dans les résultats, on ne va pas analyser tout le tableau, mais c'est les 2 premières lignes. Première ligne, ça va être la couverture fonctionnelle réalisée. Donc par exemple, mes expérimentés sans IA ont fait 79% de la couverture fonctionnelle demandée. Mes expérimentés avec IA, 44%, et mes débutants avec IA, 47%. Au niveau de la qualité, bien sûr, plus on va vers la droite, moins la qualité est bonne. Et puis derrière, du coup, comme on a été très surpris par ce résultat, on a essayé d'analyser finalement quels sont tous les facteurs qui ont influencé le résultat. Et ce qu'on se rend compte au final, c'est que dans un hackathon, malheureusement, le temps est très limité et tous les mauvais choix qu'on va faire, ils sont vraiment amplifiés. C'est un exercice en temps très contraint, donc on n'a pas pu conclure sur la productivité, mais quand même, on a 2 enseignements très riches. Le premier, c'est l'importance de l'encadrement. Finalement, ce qui a le plus influencé le résultat dans la journée, c'est le niveau de compétence et d'organisation qui ont été mis en œuvre par tous les encadrants de l'équipe. Et le dernier point, quand même, c'est que mine de rien, des débutants sur une techno, en une journée, ont réussi à faire plus de la moitié de l'application. Donc ça, c'était très encourageant. Et en fait, en parallèle de ça, à CGI, on a une expérimentation de Copilot qui a été faite au niveau groupe. Donc 310 développeurs répartis dans plusieurs équipes avec des expériences très différentes. Donc CGI est éditeur de logiciels, on a aussi des centres de services, des TMA, etc. On a essayé d'adopter, on va dire, une démarche la plus scientifique possible, à chaque fois en demandant à ce que chaque cas de test soit agrémenté d'un double avec et sans IA et d'une estimation de combien de temps on aurait mis, etc.
Et du coup, les résultats, alors c'est pas très surprenant parce que finalement, je l'ai retrouvé dans pas mal d'études qu'on trouve sur le marché. On a constaté à peu près 30% de productivité sur les tâches de développement, avec bien sûr le meilleur gain, c'est sur la génération de tout ce qui est TU simple. Alors par contre, pas mal de points d'attention. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de cas de use cases qui étaient inéligibles. Par exemple, générer du CSS, par exemple, travailler sur des versions récentes. Et puis bien sûr, cette nécessité de toujours superviser, revoir le code généré en raison des nombreux problèmes qu'on peut avoir. Alors du coup, on a une troisième expérimentation qui est intéressante parce qu'elle va venir compléter ce qu'on vient de faire là. C'est, je vous ai dit, un des use cases dans lequel ça ne marche pas du tout, c'est dès lors que on travaille sur une techno très récente. Donc là, typiquement, ça, c'est quelque chose qu'on a fait pendant l'été, où on devait migrer une application mobile, passer d'une très vieille version d'Ionic 3.9 à une version beaucoup plus récente, version 7.4, et même chose sur Angular, passer de la version 4 à la version 17. Donc c'est pas une petite appli, parce qu'il y a quand même 95 pages, 23 modèles, 113 000 lignes de code. Et en fait, on a démarré tout guiré en se disant, on va utiliser GitHub Copilot. Mais le problème, c'est que quand on a fait nos premiers tests, il nous a dit, mais juste, t'es bien gentil là, mais la version Angular 17, ça n'existe pas. Et ça, c'est logique, parce qu'en fait, les LLM sont entraînés sur des données passées, et du coup, ils n'étaient pas capables de migrer de l'Angular 17. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en œuvre ce qui s'appelle du RAG, Retrieval Augmented Generation. Alors, il y avait un talk juste avant qui a expliqué ce que c'était le RAG, donc je vais juste en parler très rapidement. L'idée de ce type de framework, c'est de se dire que quand on fait une demande, cette demande va être interceptée par un orchestrateur qui va finalement, par rapport à la demande, interroger une base de connaissances qui contient des documents vectorisés et regarder quels sont tous les documents pertinents qui vont m'aider à répondre. Et en fait, ces documents pertinents vont venir enrichir le contexte qui va être appelé quand on va faire l'appel auprès du LLM, et ainsi je vais obtenir une réponse bien plus pertinente. Et nous, pour le coup, ce qu'on a utilisé, c'est un orchestrateur open source qui s'appelle Anything LLM, une base de données open source aussi qui s'appelle Chroma, et puis on appelait les API OpenAI ChatGPT 4. Et en faisant ça, mine de rien, on a réussi à passer un résultat bien plus encourageant, puisqu'on a réussi à migrer à peu près 39% du code. Et avec des résultats assez mitigés, différenciés en fonction des technos. Par exemple, TypeScript, on migrait 80%. Par contre, le CSS n'était pas vraiment bien pris en compte. En travaillant après sur le prompt, en l'optimisant, on a réussi à monter à 62%. Et en ajoutant de plus en plus de documents dans cette base de données vectorielle que je vous ai présentée, on est arrivé jusqu'à 76% de couverture de migration automatique. Donc du coup, ces résultats, ils sont très encourageants, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre? Donc déjà, sur la productivité, premier point que je veux dire, je vous ai parlé d'un fameux du 30% tout à l'heure. Ce qu'il faut voir, c'est que ces 30%, c'est sur du codage. Mais mine de rien, toutes les tâches de codage ne sont pas éligibles. J'estime qu'on est environ aujourd'hui à 70% des tâches de codage éligibles. Et ça, bien sûr, ça va faire qu'augmenter avec le temps. Et après, ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la part de l'activité de codage pour un développeur. Donc ça, c'est les estimations que j'ai pu mettre en fonction de différents types de projets. Donc bien sûr, dans un projet de migration, on fait plus de code parce qu'on a moins de specs de temps d'échange. Mais du coup, on a une productivité, il y a un consensus qui se dégage qui est autour de 10% qu'on obtient. 10%, c'est quand même un gain qui est énorme, parce que si on le compare, c'est du même ordre de grandeur que ce qu'on a eu avec l'avancement de l'IDE ou l'adoption du SSD et autres. Mais après, l'IA, on se rend compte que on a eu des effets démo vraiment, des effets waouh assez absolus, assez géniaux, mais par contre, on est en train d'entrer dans la vallée de la désillusion, et c'est Gartner qui le dit. Premier point que je vais vous donner, c'est quelques chiffres clés que j'ai trouvés sur des études assez récentes. Déjà, premier point, c'est GitHub qui le dit lui-même, il y a 30% du code qui est suggéré, qui est accepté par les développeurs. Donc ça veut dire quand même qu'il y a 70% de code qui est rejeté. Après, il y a une étude qui a été faite par GitClear qui a analysé un paquet de repositories et qui a constaté que depuis quelques années, du coup, on génère de plus en plus de code avec l'IA, mais aussi on génère de plus en plus de problèmes, notamment code dupliqué. Il y a plus 11% de code dupliqué sur ces dernières années. Et le dernier point plus gênant, les 39%, c'est du code qui a été poussé par erreur. Donc c'est une mesure qui est faite sur le code qui est poussé, puis après supprimé et remplacé par autre chose. Donc un peu du rework qui est fait. Et puis une dernière étude qui a été faite par UpLevel Data Labs, qui a montré que sur 800 développeurs, ils ont constaté, en fait ils ont fait une comparaison, ces mêmes 800 développeurs, 3 mois sans GitHub Copilot et 3 mois avec. Et la différence est que
Au bout de dans la deuxième expérience avec Copilot, on avait plus 41% de défauts. Donc du coup, on a une dette générative qui est en train de se créer à cause d'un syndrome, ça s'appelle le syndrome du développeur itinérant, qui est que finalement, Copilot travaille toujours que sur un sous-ensemble du code. Autre point, la partie cybersécurité. Donc il y a des études, alors ça c'est vraiment intéressant, des chercheurs qui ont essayé de détecter quelles étaient les hallucinations les plus courantes. Et ils ont constaté par exemple que dans les hallucinations courantes, il y avait ce package, la Hugging Face Clear, qui en fait n'existe pas du tout, qui est souvent proposé. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé ce package-là, ils l'ont poussé et ils ont mesuré en fait combien de fois en 3 mois il avait été téléchargé. 30 000 fois. Donc là, si ils avaient mis du code malicieux dedans, du coup il y a 30 000 applications qui auraient été impactées par ce point-là. Et un autre souci qu'on va avoir, c'est finalement, alors c'est Sacha Lucioni qui en parle, l'IA est dangereuse, mais peut-être pas pour les raisons auxquelles on pense, c'est une problématique bien sûr environnementale. Donc quelques chiffres clés que je donne là, je vais parler par exemple que du dernier. Typiquement, les crypto-monnaies et l'IA, en 2022, c'était 2% de la production électrique mondiale. Générer une image avec un smartphone, avec IA, ça équivaut en consommation d'électricité à recharger un smartphone. Donc ça, c'est des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Mais pour, on va dire, toujours pareil, contrebalancer ça, il y a une étude qui a été faite, se dire, ok, mais sans l'IA, combien consomme un humain et son ordinateur ? Typiquement, sur une tâche assez simple qui est de se dire, on demande à l'IA d'écrire une page, qu'est-ce que ça consomme, on va dire, en CO2 ? Et si je fais faire la même chose à un humain ? Et en fait, un humain, sa consommation avec son laptop va être plus importante parce qu'il aura besoin forcément de beaucoup plus de temps. Il va passer une demi-journée à faire ça. Mais par contre, l'étude, elle conclut en se disant, ok, d'accord, peut-être que l'IA va consommer moins qu'un humain pour faire la même tâche, mais par contre, il y a ce fameux effet rebond que vous connaissez tous, qui est de se dire, et bien sûr, on va démultiplier le nombre d'appels à l'IA, et donc du coup, au final, ça va avoir un effet dévastateur sur l'environnement. Donc au final, ce qu'on voit sur l'IA, c'est qu'il y a, il y a tout un travail à faire pour se former, se sensibiliser sur l'IA générative, s'acculturer, se responsabiliser, bien sûr gérer la qualité, gérer une grosse problématique qu'on va avoir, c'est gérer les débutants qui n'ont peut-être pas ce recul nécessaire pour qualifier les hallucinations et autres, et puis maîtriser cette dette, maîtriser l'impact écologique. Et donc en conclusion, donc développer plus vite ou développer mieux, je mettrais en concurrence trois domaines. Je vous ai parlé du low-code open source. Le code open source, ça avait un gros avantage, c'était un très bon time to market, mais une problématique je mettrais autour du fait qu'on est lié à un produit et avec une pérennité qui est relativement incertaine. Et du coup, le travail qui est à faire de notre côté, c'est d'intégrer, d'assembler et de surveiller ces différents éléments. Au milieu, je vous ai parlé du codage assisté par IA. Donc c'est une super amélioration de la productivité individuelle, mais des développeurs plutôt seniors. Et en parallèle de ça, le problème, c'est qu'on génère une dette générative qui est assez énorme et donc un impact sur la qualité. C'est ce que j'ai pu vous montrer avec les différents éléments. Donc il faut se former, se mettre sous contrôle tout ça. Et puis je mettrai un dernier point sur réactualiser ses convictions. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, certainement que dans un an, ce sera faux et que tout aura évolué. Enfin, je l'espère. Et le dernier point, c'est remettre le software craftsmanship au centre de l'équation parce que finalement, oui, c'est peut-être coûteux à court terme, c'est fastidieux, mais pour moi, selon moi, ça se révèle quand même être le meilleur choix financier sur le long terme pour avoir des logiciels qu'on maîtrise. Mais au final, faire du software craftsmanship, c'est aussi savoir intégrer des nouvelles pratiques, que ce soit du low-code et de l'IA. Et donc ma conclusion, finalement c'est marrant parce que ce matin on a commencé la journée par un talk qui disait « rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Moi je dirais « rien ne sert de courir, il faut choisir les bons outils, que ce soit de l'IA ou du low-code, il faut en connaître les limites, que ce soit le low-code avec tous les inconvénients que je vous ai cités, et l'IA avec les problématiques de qualité. Et finalement le plus important c'est d'accompagner nos clients et d'accompagner nos développeurs pour qu'on construise les logiciels qui ont la meilleure valeur métier et puis la dette technique la plus faible. Je vous ai partagé les slides que vous avez ici sur le QR code et puis je ne suis pas contre un feedback et je vous remercie pour votre attention.